a vu jusqu'à maintenant, on a étudié les lois de la réflexion et de la réfraction. Ce sont des choses que la plupart d'entre vous avez vues, je pense. On va voir aujourd'hui le premier chapitre qui applique ici les lois de la réflexion pour déterminer les propriétés de systèmes optiques qui sont intéressants et qui sont vachement utilisés dans la vie courante. On va utiliser les miroirs sphériques. Donc je vais peut-être remontrer ça un coup. Ce que j'ai amené ici, c'est un miroir dit grossissant. Les filles vont tous ça chez elles. Vous avez une face avec un miroir plan, une face avec un miroir légèrement sphérique. Et si vous regardez dans le côté sphérique, on se voit agrandi en fait. Donc c'est utilisé, l'importance culturelle, industrielle du miroir pour se maquiller est énorme, mais c'est aussi utilisé pour d'autres trucs, genre pour faire des télescopes. Quand on veut faire une image d'une étoile lointaine ou d'une galaxie, ce genre de système, il se trouve que c'est vraiment très très bien adapté. Et on fait ça en un peu plus gros, hein, j'en parlerai tout à l'heure, mais voilà, essentiellement on va étudier des systèmes qui permettent de faire des images, d'agrandir des images, de faire des instruments d'optique performants avec quelque chose d'aussi simple qu'une surface sphérique qui est aluminisée ici, qui est réfléchissante. Alors il va y avoir... Donc l'objectif de ce chapitre-là, il est double. Il y a une partie un petit peu technique qui est de démontrer certaines propriétés de ces systèmes. Donc il faudra vous accrocher, peut-être que vous allez les comprendre tout de suite ou peut-être pas, mais normalement avec ce qu'il y a au tableau et si vous regardez le film, normalement ça ira, je vais vraiment mettre tous les éléments. Même si parfois ça va un peu vite, vous aurez tout ce qu'il faut. Vous aurez en plus les notes de cours qui sont sur le Moodle, dans lesquelles tous les calculs dont je vais parler maintenant sont détaillés. Donc normalement vous avez tout ce qu'il faut. Si en plus vous avez besoin d'aide, vous me demandez, il n'y a pas de problème. On pourra passer du temps à certains détails s'il vous pose problème. Donc ça sera une partie technique. Et il y a une partie plus savoir-faire, c'est-à-dire qu'on va démontrer certaines règles, notamment pour construire des images avec des systèmes optiques, de le faire avec une règle et puis un crayon. Et ça, l'objectif, c'est plus que vous sachiez les utiliser. Les règles vont être simples, il suffit de lire des phrases et de les appliquer. Donc je vous demanderai de savoir faire ça. D'accord ? Donc, si une de ces deux parties vous pose problème, ne perdez pas espoir et concentrez-vous sur l'autre. Si à un moment au début, là, ça va être un petit peu technique pendant un quart d'heure, puis au bout du quart d'heure, vous en avez marre, on va passer ensuite à des choses moins techniques, justement, donc vous pourrez raccrocher. Donc ne perdez pas le fil sur l'heure et demie. Normalement, vous serez occupé pendant pas mal de temps. Okay ? Alors le chapitre s'appelle Suspense insoutenable, chapitre 2. Miroir sphérique. Et la première partie, ça va s'appeler définition et propriété. Donc d'abord, une définition. Donc, ce qu'on appelle un miroir sphérique, qu'on va considérer ici, c'est quasiment compris dans le nom. C'est un miroir qui s'appuie sur la surface d'une sphère. Vous prenez une sphère, vous la peignez, d'une surface, d'un matériau réfléchissant, et vous en coupez un bout de cette sphère. Je ne vais même pas mettre de phrase. Hein. On a une sphère ici. Alors là, on a au tableau la troisième dimension, c'est pas évident, mais vous imaginez ici vraiment une sphère, et elle est aluminisée ici. Et puis j'en coupe un bout comme ça. Donc tout ça, je l'enlève. Je ne garde que cette partie-là. Ça s'appelle un miroir sphérique. Alors attention, je peux découper ici la forme que je veux, hein. Je peux découper quelque chose vaguement de carré, d'octogonal, etc. Ça reste un miroir sphérique. Hein. Sphérique, c'est vraiment la forme de la surface ici. C'est pas la forme du bord par lequel on découpe la surface. Si vous regardez le miroir sphérique qui est ici, là vous ne voyez pas tellement que c'est courbé. Moi, si je regarde de face, je vois bien. En fait, c'est une sphère qui est assez énorme. Hein. Ici, le centre, le rayon de courbure de la sphère, il est assez grand, je vais définir ça tout à l'heure. Et là, ça ferait une sphère qui part comme ça. Et on a découpé là-dedans un rond. On aurait pu découper aussi bien un carré ou un triangle. Ça serait resté un miroir sphérique. Hein. Ce n'est pas la forme du tour, c'est vraiment la courbure de la surface elle-même. C'est qui définit la sphéricité du miroir. Ce qu'on appelle le rayon de courbure du miroir, c'est le rayon de la sphère initiale, celui dans lequel on a découpé le miroir. On va souvent le noter grand R. Donc ça s'appelle rayon de courbure du miroir. En fait, on va toujours le noter grand R dans le cours que je vais vous présenter ici.
Et alors on distingue deux miroirs sphériques différents, suivant qu'une fois qu'on a découpé le bout qui est ici, selon qu'on regarde la surface argentée depuis l'extérieur, ou bien on la regarde depuis l'intérieur. Là, vous pouvez regarder votre cuillère. Votre cuillère, c'est pas tout à fait une sphère, en général, c'est une forme un peu plus compliquée, mais vous voyez bien qu'il y a deux faces sur votre cuillère. La face dans laquelle on met la soupe ici, et puis celle qui va vers le bas en général, qui est celle-là. Du coup, on distingue deux utilisations de ces miroirs sphériques. On appelle miroir concave. C'est quand on regarde dans l'intérieur de la sphère. Quand on utilise l'intérieur de la sphère. Et dans le cas contraire, on dit que le miroir est convexe quand on utilise l'extérieur. Ça peut être un moyen de s'en rappeler, convexe extérieur de la sphère. Quelqu'un peut me prêter sa cuillère? Merci. Donc, sur la cuillère que j'ai dans la main, là, ceux qui sont loin ne la voient peut-être pas bien, est-ce que la face convexe, c'est celle-ci, solution numéro 1, ou est-ce que c'est celle-là, solution numéro 2? Qui est-ce qui dit que convexe, c'est là? Moi. Qui est-ce qui dit que c'est là? Donc, tout le monde semble avoir compris la définition, effectivement. Donc, convexe, c'est cette partie-là. Alors, on va étudier, on pourrait, si on avait le temps, on étudierait en détail le miroir concave, puis le miroir convexe. On ne va pas faire ça ici, je vais vraiment m'intéresser, moi, dans les calculs, au cas du miroir concave. C'est celui qu'on utilise dans les télescopes, enfin, dans le grand miroir qui est dans les télescopes. Et je vous dirai ensuite comment les résultats qu'on a sont changés ou pas quand on prend un miroir convexe. Dans les notes, vous avez les deux types de calculs. Donc vous pourrez vraiment aller voir la partie du cours, disons, qui manque ici, qui concerne le miroir convexe. Donc je vais ici m'intéresser aux propriétés du miroir convexe. Et la première situation que je vais envisager, c'est la suivante. On a un miroir que je vais noter, que je vais dessiner de cette manière-là, symboliser de cette manière-là. C'est un bout de sphère, sauf que si je dessine ça sur un tableau, donc une vue en coupe, ça fait un arc de cercle. Ça, c'est la partie que je mets ici en hachuré, comme dans les miroirs plans de l'autre fois, la partie où les rayons ne pénètrent pas. Et j'envoie de la lumière dans cette direction-là, sur le miroir. Et la question que je vais poser, c'est qu'est-ce qu'il advient de cette lumière? On envoie tout un tas de rayons comme ça. Et la question que je me pose pour l'instant, c'est qu'est-ce qui se passe quand ces rayons atteignent la surface du miroir? Le miroir est réfléchissant, donc les rayons sont réfléchis. Alors il y a un rayon un petit peu particulier pour lequel c'est très facile de savoir ce qui lui advient. C'est celui qui arrive perpendiculairement à la surface ici. Il y en a un de ceux-là qui arrive perpendiculairement. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il repart effectivement en arrière dans la direction opposée, il revient sur lui-même. Il repart simplement comme ça. Si maintenant je prends un autre rayon, par exemple celui-là, si je veux savoir comment est-ce que ce rayon est réfléchi, il suffit, on a déjà tous les éléments en main, il suffit d'appliquer les lois de la réflexion au niveau de la surface qui est ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on trace la normale à la surface, et puis on va dire que l'angle réfléchi il est égal à l'angle incident, tout simplement. Et ici, il y a quelque chose qu'il faut bien remarquer. Une propriété qui va être intéressante et utile dans toute la suite, c'est que la normale à la surface ici, elle a une propriété vraiment intéressante, c'est que cette normale, elle passe par le centre de courbure du miroir, c'est-à-dire le centre de la sphère dans lequel a été taillé le miroir. En effet, si vous prenez, ça c'est la propriété d'un cercle en fait, si vous prenez la normale, un rayon, alors attention, un rayon ici dans le sens géométrique, le rayon d'un cercle. Si vous prenez le rayon d'un cercle comme ça et que vous le prolongez jusqu'au cercle lui-même, il arrive ici perpendiculairement à la surface. Ça, c'est une propriété des rayons des cercles. Donc, ce que j'ai tracé ici en pointillé, c'est la normale. À la surface, donc au miroir, au
point d'incidence, c'est-à-dire au point où le rayon que je suis en train de considérer arrive sur le miroir. Cette normale, elle passe par C, le centre de courbure du miroir. Ça, je le souligne. Et pour tracer le rayon réfléchi, ben, je vous applique la règle qu'on a vue l'autre fois. Je vais mettre en jaune aussi, comme j'ai fait pour le précédent. Voilà. Je dis que cet angle-là, ici, l'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi. Et si j'ai... Bon, je ne sais pas si ça correspond très bien sur mon dessin, il est peut-être un peu trop petit l'angle réfléchi, peu importe. Et on a comme ça le rayon réfléchi qui part par là-bas. Donc ici, j'ai tracé ça juste pour un des rayons. Je peux m'amuser à faire ça avec tout un tas de rayons incidents et puis les tracer un par un. Hein. Vous demandez à un ordinateur de le faire, ça se fait vraiment très bien aussi. Ce qu'on observe quand on fait ça, on a une situation qui est un petit peu compliquée. Hein. Je vais la dessiner ici et je l'effacerai juste après. Donc on a le miroir qui est ici et on a tout un tas de rayons incidents qui sont comme ça. Si on trace les rayons réfléchis, on s'aperçoit que celui-là va passer comme ça, celui-là va passer un peu plus comme ça, celui-là un peu plus comme ça. Si on trace un intermédiaire, il va passer comme ça. En fait, les rayons ici, si on les trace tous, on s'aperçoit que ils ont tous des directions différentes. Ils ne croisent pas l'axe spécialement en un même point. Et ici, on a une accumulation en fait, des rayons. Vous voyez qu'on a une zone ici où on a plus de rayons, comme ça, là. Donc on va voir en fait une rayon plus lumineuse. Et on aura la même chose de l'autre côté ici, si je trace les rayons qui passent en bas. Donc en fait, on va avoir une accumulation linéaire comme ça, qui correspond au point auquel tous les rayons lumineux sont tangents. Et ça s'appelle une caustique. C'est quelque chose qu'on voit très bien si vous prenez votre café en terrasse un jour où il y a du soleil. Vous avez sur le rebord de votre tasse, vous avez ici le rebord de la tasse, le soleil qui est par là-bas, qui envoie de la lumière. Vous avez la surface du café qui est ici, et vous voyez ici sur le café une forme de cœur comme ça, un cœur inversé. Donc ça s'appelle une caustique, et ça vous dit qu'effectivement les rayons lumineux qui se sont réfléchis sur la surface forment une structure un petit peu compliquée. En particulier, ça ne fait pas vraiment une image. Hein. Si vous avez ici un point lumineux qui est extrêmement loin, genre une bougie que vous mettez loin, si vous vous mettez suffisamment loin de la bougie, les rayons qui vous en parviennent sont à peu près parallèles les uns aux autres, ils arrivent ici, vous mettez un miroir après, toute la lumière de la bougie, elle se retrouve sur une surface qui est compliquée ici. Et si vous mettez un écran ici, juste là, vous n'allez pas voir spécialement une tache, vous allez voir un gros point lumineux, quelque chose de pas mal. Ce qu'on va montrer maintenant, c'est qu'on peut quand même utiliser ce dispositif-là, en restreignant les rayons qui arrivent sur le miroir. Si on restreint les rayons qui sont proches du rayon central ici, on prend des rayons qui sont proches de ce qu'on va appeler ensuite l'axe optique. Si on prend des rayons qui sont proches ici, on va s'apercevoir que tous les rayons en fait convergent à peu près en même point ici. Donc, tous les rayons qui viennent de loin vont aller converger en un même point qui va être au milieu de C. Et puis le point ici, je vais l'appeler le sommet grand C. Le point ici, on l'appellera le foyer et il aura plein de propriétés super intéressantes. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est effectivement démontrer que pour des rayons qui sont proches de l'axe optique, ces rayons convergent ici sur l'axe optique à peu près en un même point. Il y en a qui ont déjà vu cette propriété, qui ont déjà entendu parler de foyer, par exemple d'un miroir. Oui. On va tout refaire, hein, si c'est pas le cas. Alors, je vais refaire la figure en plus grand, vraiment plus grand. On va faire un petit peu de géométrie, on aura besoin de place. Cet angle-là, je vais l'appeler I. L'angle ici réfléchi, c'est aussi I. Ça, je l'avais appelé S. Et le point qui est ici, je vais l'appeler A. Et de la même manière que ce qu'on a fait la dernière fois pour le miroir plan et le dioptre plan, on va ici calculer la distance CA en fonction d'un paramètre qui décrit lequel rayon on considère, par exemple en fonction de l'angle I. Si j'envoie un rayon ici très bas, très proche de l'axe optique, I va être petit. Hein. Je peux le faire ici, je ne veux pas surcharger ce dessin-là. Si je prends ici un rayon qui est extrêmement proche de l'axe optique, vous voyez qu'il arrive ici sur une région du miroir qui est quasiment verticale, donc il va être réfléchi assez proche de sa direction initiale. L'angle d'incidence ici est petit. L'angle I
que j'ai défini ici est d'autant plus petit que le rayon initial est proche de l'axe. Donc calculons la distance CA en fonction de, alors, on a ici, ça va être en fonction de grand I, et j'aurai aussi besoin du rayon de courbure grand R. Grand R, hein, c'est le rayon de courbure, c'est la distance qui est ici. Alors soyez pas déçus si je ne vous demande pas de chercher ça tout de suite, vous aurez des trucs à faire après, ça va venir bien assez tôt. Ça, on va le faire ensemble tout de suite. Est-ce que sur cette figure-là, vous ne voyez pas déjà un autre endroit où je pourrais mettre l'angle I? Je vais mettre des lettres, peut-être ça va être H. À gauche du A. Là? Ah non, ouais, le côté. Là? À droite, ouais. Toi, tu dis là? 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 Non, perdu. Non, bah, juste au-dessus. Là, oui. Ça, c'est le coup des angles internes-alternes. On a deux droites parallèles. On a la droite pointillée qui fait un angle I avec la horizontale. Donc, elle fait toujours ici un angle I avec l'horizontale. Hein. Donc, ici, c'est encore I. Et du coup, on a une propriété intéressante sur le triangle CAH. Il est isocèle. CAH. On va mettre chat, c'est plus rigolo. En A. Du coup, s'il est isocèle en A, suivez bien ici, il va y avoir 30 secondes de géométrie. Si je prends la hauteur du triangle, passe par A ici. Cette droite, effectivement, est aussi médiatrice dans ce cas-là. Et donc, elle coupe nécessairement le segment CH en son milieu. Donc, le point qui est ici, c'est un peu évident, hein, le triangle isocèle, je le coupe en deux comme ça, voilà, on a deux moitiés égales de chaque côté. Donc, la distance ici entre le point, je vais l'appeler B, celui-là, là, entre le point C et le point B, c'est R sur 2 du coup. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ça? Parce que c'est fini, ce qu'on cherche, je vous rappelle, c'est la distance CA. Une fois qu'on a CB, comment est-ce qu'on obtient CA? Alors, vous pouvez effectivement cligner de l'œil. Alors, comment est-ce que sont envoyés CA et CB? Alors, d'accord, je vais peut-être l'écrire plus lentement. Cosinus I est égal, donc dans le triangle qui est ici, là, c'est celui-là qu'on va considérer, le cosinus de cet angle-là, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est CB sur CA. Donc CA est donné par CB sur cosinus I, c'est-à-dire, comme CB c'est pareil que BC, hein, je vais écrire CB d'ailleurs, c'est R sur 2, donc ça fait CA est égal à R sur 2 cosinus I. Je vous laisse le noter, je vous laisse digérer ça 10 secondes. Ça nous dit une première chose qu'on avait déjà remarqué tout à l'heure, c'est que la distance CA dépend de l'angle I. C'est-à-dire, si je fais le dessin ici pour un certain I, j'obtiens un point A qui est ici. Si je prends un autre rayon qui vient qui a une autre distance par rapport à l'axe, par exemple un rayon qui serait ici, si je refaisais la figure avec ce rayon-là, j'obtiendrais un autre point A ici, et la distance CA serait modifiée, puisque l'angle I est modifié ici. Donc ça dépend de I. Donc ça vous dit que, en premier abord, si on regarde ça un petit peu naïvement, la position du point A ici dépend du rayon qu'on a considéré. Maintenant, le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que quand l'angle I est petit, le cosinus I ici, il a une propriété particulière, c'est qu'il est... Qu'est-ce qu'il a quand I est petit? C'est pas parce que égal à I. Non? Alors, j'écris d'abord la vraie propriété et je parle de la fausse. Cos I est proche de 1 lorsque I est petit.
Donc j'ai entendu, et est-ce que cos i serait pas à peu près égal à i? Non. Ça c'est vrai pour le sinus, c'est vrai pour la tangente, mais pas pour le cosinus. Si vous prenez votre machine, vous mettez 0,0001 et puis vous faites cosinus, paf, vous allez obtenir quelque chose de l'ordre de 0,999, quelque chose qui est très proche de 1. Donc, ça veut dire déjà que si effectivement i est petit, le cosinus ici va être de l'ordre de 1, et donc CA va être de l'ordre de R sur 2, donc le point A, il va être proche du milieu de CS. Là. Donc les rayons, ils vont converger quelque part au milieu de CS. Mais on a mieux que ça. On peut savoir comment est-ce que cos i est proche de 1. Ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé la dernière fois dans une parenthèse, ça s'appelle les développements limités. Et je vais vous donner ici le développement limité de cosinus i. Quand i est petit, le cosinus... Est-ce que quelqu'un connaît, tiens, le développement limité de cosinus? C'est 1 plus quelque chose ou moins quelque chose? 1 moins sinus. Qui a dit ça? Non. Ce serait cos carré de i qui serait égal à 1 moins sinus carré. Vous les avez... Il y en a qui les ont vus, les développements limités, en maths? Pas du tout? Donc vous ne pouvez pas savoir, en fait. Vous les verrez, et de toute façon, donc, là c'est un résultat purement mathématique, donc je vous le donne, acceptez-le tel qu'il est là. Si vous en avez besoin, on vous le redonnera, mais il se trouve que le cosinus de i, c'est à peu près égal à 1 moins i carré sur 2, plus des termes qui sont au moins en i puissance 4. Et ce qu'on écrit de cette manière-là, plus des termes de l'ordre de i puissance 4. Donc j'utilise la notation, donc je vais quand même vous la décrire. Ça, Ranto, ça veut dire de l'ordre de... Ça veut dire que si on veut être plus précis, il faut encore rajouter des termes qui sont en i puissance 4 ou des puissances plus grandes que i. Quand i est petit, i puissance 4, il est monstrueusement petit. Hein. Donc lui, il peut être négligeable devant lui si on prend un angle i assez petit. Le point intéressant dans ce développement limité qui est là, c'est qu'il n'y a pas de terme linéaire en i. C'est-à-dire que si i est petit, l'écart entre le cosinus et 1, il est en i carré, c'est-à-dire il est extrêmement petit. Si i vaut 1%, 0,01, i carré, ça vaut 10 moins 4, 0,01%, 0,1 pour 1000. Donc, si i est modérément petit, l'écart entre le cosinus et 1, il est extrêmement petit. Donc, ça, c'est une propriété qu'on appelle le stigmatisme approché, c'est ce que j'en avais parlé l'autre fois. Et donc, dans les conditions où on peut négliger ce terme-là devant 1, l'expression qui est ici devient extrêmement simple. On donnera un nom à ces conditions tout à l'heure. Ça s'appellera les conditions de Gauss. Quand on peut négliger ce terme-là, c'est-à-dire quand l'angle i est suffisamment petit, on dira qu'on est dans les conditions de Gauss. Quand c'est le cas, on a, donc lorsque i est suffisamment petit, les deux m à suffisamment, ouais. On a CA qui est à peu près égal à R sur 2. Ce qui veut dire les rayons proches de... Alors je l'appelle l'axe optique et je vais dire juste après ce que je veux dire par là. Que l'axe optique converge vers un point que je vais appeler F. Appelé le foyer image. Et vérifiant CF est égal à R sur 2. On peut aussi noter d'ailleurs, CF est égal à CS sur 2. Sur votre figure, vous avez encore le point C et le point S. Hein. S, c'est le sommet, C, c'est le centre. Donc la distance R, c'est aussi la distance CS. Donc, ce que j'appelle l'axe optique dans cette phrase ici, c'est l'axe de symétrie que j'ai considéré tout à l'heure, celui qui était horizontal. On a un certain axe de référence et on regarde les rayons qui peuvent s'en éloigner plus ou moins. Et le fait que ça soit un foyer image ici, c'est parce qu'on s'intéresse à une propriété des rayons qui se sont réfléchis sur le miroir, et après leur réflexion, il leur arrive quelque chose, c'est de converger vers un certain point. Et donc c'est pour ça qu'on met le mot image ici. Alors, avant de poursuivre ça un cran plus loin, est-ce que vous avez des questions sur ça?
Non, ça va? J'attends que les têtes se lèvent parce qu'il y en a encore plein qui sont en train de noter, donc plutôt que de faire tout le monde. Alors, un petit peu plus dur. Là, pour l'instant, ce qu'on a considéré, c'était un faisceau de rayons parallèles qui arrivent sur le miroir et donc qui convergent tous en un point s'ils sont au départ suffisamment proches de l'axe optique. Considérons maintenant une situation un tout petit peu plus générale. On a toujours le miroir qui est ici. On a ici un axe qu'on va appeler l'axe optique, ça j'appelle C, ça je l'appelle S. Et on va considérer maintenant des rayons qui sont parallèles entre eux, mais qui ne sont pas parallèles à l'axe optique, qui viennent d'une autre direction que tout à l'heure. Et je vais considérer des rayons qui sont penchés comme ça. Et je me pose la même question, où est-ce que ces rayons vont aller converger, s'ils convergent quelque part? Vas-y. Alors non, ils ne sortent pas parallèles à l'axe optique. Ça serait le cas si on avait un miroir plan. Tout un tas de rayons, on a un miroir plan, ils repartent tous dans la même direction. Ici, le rayon qui est ici, là, il ne va pas... Alors, on va considérer celui du milieu, il est peut-être très simple. Celui du milieu, dans quelle direction il repart? Donc il y a une propriété intéressante, celui du milieu, il passe par le centre. Donc ce qu'il est en train de décrire ici, c'est le rayon du cercle. Donc il arrive ici perpendiculairement à la surface. Et donc il se réfléchit sur lui-même. Les rayons qui passent par le centre, ça je le redirai tout à l'heure, ils ne sont pas déviés en fait. Enfin, ils ne sont pas déviés, ils partent dans la direction où ils sont venus. Toi mon gars, tu repars par là-bas. Chaque fois que ça passe par le centre, c'est perpendiculaire. Oui, ça c'est une propriété des cercles parce que du coup le segment qui est ici, c'est un rayon du cercle. Le rayon qui passe au-dessus là, lui, il arrive sur une portion du miroir qui n'a pas la même orientation que là, il est un peu plus comme ça, donc il va partir un peu vers le bas ici. Le rayon qui est ici va se réfléchir un peu plus vers le haut. En fait, si vous regardez la figure qui est ici, on va faire un truc. Vous regardez la figure et vous tournez la tête vers la droite de 20 degrés. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait. Exactement. Ça, c'est la figure de tout à l'heure, tournée. Puisque le miroir lui-même, le cercle, si je le tourne sur lui-même, ben on ne se rend compte de rien. Prenez un cercle, vous le tournez autour de son centre, ça reste le même cercle. Donc le miroir ici, si je le tourne de 20 degrés, ben, ça reste le même miroir. Ça, c'est la même situation que tout à l'heure. Donc en fait, on sait déjà exactement ce qui va se passer, on vient de le calculer. Je pourrais dessiner ici une caustique comme tout à l'heure et dire ben, pour les rayons qui sont proches de l'axe, ils vont converger dans un point particulier. Il est où ce point particulier? Si ça, j'appelle S', le nouveau sommet qui est ici. Donc j'ai toujours la tête tournée de 20 degrés. Hein. Je ne vais pas le faire parce que ça commence à faire mal après, mais ils vont converger ici, en un point que je vais appeler F', pour l'instant, qui est le milieu de C et de S'. C'est le même résultat que celui qui est au tableau ici. Donc les rayons qui sont penchés d'un certain angle vont converger dans ce point F' qui est ici. Donc c'est tout fait, hein. Il n'y a pas besoin de faire plus de calculs, on a déjà étudié cette situation. Je voudrais quand même maintenant qu'on ajoute quelque chose, c'est qu'on calcule, attention, les coordonnées du point F'. Par exemple, dans une base où C, ça serait l'origine, et puis ça, je vais l'appeler, ça va être X, ça va être Y. Et donc dans le repère C, X, Y, je donnerai les coordonnées du point F'. Ça va être à vous de jouer. Je vais quand même vous donner un élément pour qu'on ait tous la même notation. L'angle ici avec lequel arrivent les miroirs, ça je vais l'appeler l'angle alpha. Tous ces rayons sont inclinés avec l'horizontale d'un même angle alpha. Allez-y, calculez les coordonnées de F' dans le repère C, X, Y. Comme tout à l'heure, la distance CS et CS' d'ailleurs va le grand R. Hein. Le rayon de courbure du miroir. Allez-y, je vous laisse une minute pour réfléchir. Je ne veux pas surcharger la figure, mais on aurait pu faire ici un rayon. Ce rayon-là qui arrive ici, s'il est suffisamment proche de l'axe, il va passer par F' comme ça. Il y aura un rayon réfléchi comme ça. Je ne veux pas encore une fois surcharger la figure, on va avoir besoin d'un petit peu de place.
Et ça va être plus facile avec ce coefficient parce que CF', on connaît en fait. Que vaut la distance CF'? C'est S sur 2, donc c'est R sur 2. Hein. La distance qui est ici, d'après la propriété qui est là-bas, c'est R sur 2. Donc vous avez ici un point qui a la distance R sur 2 du centre. Et ça fait un angle alpha. L'angle alpha, je vais le remettre ici. Ça fait un angle alpha avec l'horizontale. Normalement, vous savez déterminer les coordonnées d'un tel point. Je vous écoute. Quelle est la coordonnée suivante X de ce point-là? Quelqu'un là? CF' cos alpha, c'est ça que tu as dit? Non? Ouais. Voilà. Donc effectivement, c'est cette distance-là. Je vais projeter ici. Ce qu'on veut, nous, c'est la distance qui est ici. Hein. Celle-là. Donc ça, c'est la coordonnée suivante de f'. C'est égal à la longueur qui est ici, c'est-à-dire r sur 2, fois le cosinus de l'angle. Donc c'est simplement r sur 2 cosinus alpha. Que vaut la coordonnée y maintenant de f'? Attention, j'entends r sur 2 sinus alpha. Presque. Moins, il est en bas. Voilà les coordonnées du point f'. Cette expression peut se simplifier un petit peu dans le cas où on a des angles qui sont petits, encore une fois. Si l'angle alpha est petit, c'est-à-dire si on a des rayons qui sont peu inclinés par rapport à l'horizontale. Qu'est-ce que ça donne ça dans ce cas-là? On a vu tout à l'heure que le cosinus alpha c'était à peu près égal à 1, donc ça vaut à peu près R sur 2. Et le sinus de l'angle alpha, lui, qu'est-ce qu'il vaut quand alpha est petit? Alpha. Donc on a effectivement, pour les coordonnées de f', R sur 2 et moins R sur 2 fois alpha. Ça vous dit que ce qui est intéressant déjà, c'est cette coordonnée-là. Cette coordonnée-là, quand alpha est petit, ça ne dépend pas de alpha, ou quasiment pas. Ça veut dire que tous les points f', ils ont à peu près la même abscisse. C'est-à-dire que si on regarde des angles qui sont suffisamment petits, les points f' ici, ils vont tous être dans un plan, dans un même plan vertical. Ils ont la même abscisse. Ce plan-là qui contient les différents points f', on va l'appeler le plan focal image du miroir. Par ailleurs, l'endroit sur lequel la coordonnée suivant y de f' est proportionnelle à alpha. C'est-à-dire que si je m'amuse à mettre un écran ici vertical, l'endroit où les rayons vont aller taper sur l'écran, je vais le mettre. Ça maintenant, c'est plus la projection, c'est un écran. Alors évidemment, ça cache quelques-uns des rayons, mais on va considérer que ceux qui contournent l'écran ici arrivent quand même à taper dessus en arrivant de ce côté-là. L'endroit où les rayons ici, là du coup je vais le dessiner, l'endroit où les rayons convergent ici dans ce plan vertical, cette position-là dépend de alpha. C'est-à-dire que plus alpha est grand, plus le point f' est éloigné du centre. Et c'est une relation de proportionnalité. Ça, c'est une propriété vraiment intéressante si on veut considérer une situation dans laquelle on forme une image. Considérez par exemple la situation suivante. Vous avez un miroir de ce type-là, il est ici. Vous mettez un petit écran ici, dans le plan focal, image, donc à la position de f'. Donc ça maintenant c'est un petit écran. Et vous avez un objet qui est ici. Et vous avez des rayons qui viennent, par exemple, de... Elle est un peu obèse, ma girafe. Vous avez des rayons qui viennent de ce point-là, par exemple, de l'œil de la girafe. Si la girafe est suffisamment loin, en fait, les rayons ici que je trace, on peut considérer qu'ils sont parallèles entre eux. Hein. Plus le miroir ici va être loin, plus l'hypothèse que je suis en train de faire va être vérifiée. Et pour les rayons qui passent assez près de l'axe, donc je suis en train de dire qu'ils vont aller converger dans un même point ici, dont la position, alors je vais faire le dessin correctement quand même, on a vu que si ça vient du haut, ça va taper plus vers le bas de l'écran. Donc ils vont venir taper ces rayons-là sur un point qui va être ici. Donc ça veut dire que si vous avez une girafe silent par exemple, qui a un œil qui clignote, l'œil qui clignote ici va faire un point clignotant là, l'œil forme une image qui est ici. Précisément, le miroir forme de l'œil une image qui se trouve ici. Si vous faites la même chose avec les pattes de la girafe, vous prenez des rayons ici qui viennent des pattes,
Ça va faire un autre ensemble de rayons lumineux qui forment avec les premiers un certain angle alpha. Ces rayons-là vont aller converger ailleurs, ici. Vous pouvez faire la même chose avec tous les points de la girafe, et la position sur l'écran ici des images de chaque point de la girafe va être proportionnelle à la hauteur où elle se trouvait au départ. Ce que je suis en train de dire, c'est que la position ici de l'image est proportionnelle à la position initiale dans l'objet. C'est-à-dire que vous allez avoir ici une reconstitution qui est fidèle. Vous allez voir ici l'image d'une girafe à l'envers. C'est exactement ça que ça veut dire. C'est ce que veut dire ici le fait que la position de FP est proportionnelle à alpha. Plus les rayons viennent de haut, plus ils se trouvent ici bas sur l'écran. Et comme la relation est proportionnelle, si vous avez un certain motif de source ici, la relation des distances entre les motifs elle est conservée ici, et vous avez ici une image. Donc vous voyez ici l'image à l'envers. Donc ça, c'est une utilisation extrêmement importante des miroirs sphériques. C'est faire une image de cette manière-là. On obtient sur l'écran ce qu'on appelle une image. Mais attention, on a posé deux conditions ici pour arriver à ça. La première condition qu'on avait posée, c'était que les rayons devaient être quand même assez proches de l'axe optique, parce que sinon, ça ne convergeait pas en un même point, ça faisait une caustique bizarre, là ça n'allait pas. Donc ça c'est vrai, si les rayons sont proches de l'axe optique, d'une part, et d'autre part, il faut aussi qu'ils soient peu inclinés. On a utilisé le fait que alpha était petit. Donc, une deuxième condition qui nous a permis d'arriver à cette conclusion-là, c'est que les rayons doivent être peu inclinés par rapport à l'axe optique. Ces deux conditions-là, elles portent un nom, donc je l'ai mentionné tout à l'heure. Ça s'appelle les conditions de Gauss. Ce sont des conditions qui vont intervenir tout le temps en optique. Quand on veut faire une image avec un dispositif, on se met dans les conditions de Gauss. Je vais écrire et puis je repars un peu plus ça. Et donc, ce que je viens de vous dire, donc en optique, quand on veut faire une image avec un dispositif, par exemple ici avec un miroir, on se place dans les conditions de Gauss, mais c'est effectivement quelque chose qu'on fait vraiment. C'est-à-dire que si vous voulez un instrument optique de qualité, fait par exemple avec un miroir sphérique, il faut impérativement mettre devant un diaphragme, quelque chose qui bloque les rayons qui vont aller trop près du bord du miroir. Et pour ceux qui font de la photo, vous savez que la qualité optique d'une image, elle est en général d'autant meilleure que le diaphragme que vous mettez devant est fermé. Une des raisons, c'est celle-là, c'est qu'on est d'autant plus proche de ces conditions de Gauss qui garantissent que tous les rayons issus d'un même point ici vont aller converger en un même point là. Les conditions qui sont là, ce sont les conditions du stigmatisme approché dont j'ai parlé l'autre fois. Donc c'est exactement ça que je suis en train de dire. Donc ce qu'on vient de démontrer ici, c'est un résultat qui n'est pas encore complet pour le miroir sphérique, mais on vient de voir que pour des rayons incidents parallèles, on a le stigmatisme rigoureux pour le miroir sphérique si on est dans les conditions de Gauss. Donc on vient de le démontrer pour un ensemble de rayons parallèles, ou bien parallèles entre eux et parallèles à l'axe, ou bien simplement parallèles entre eux, mais qui font un angle petit par rapport à l'axe optique. Donc là, il y a beaucoup de choses. Si vous avez des questions, allez-y. Peut-être que vous n'en avez pas encore parce que ça va un peu vite. Je vous laisse respirer une minute. Oui. D'accord. Très bonne question. Non. Le fait que les rayons soient proches de l'axe optique, ça veut dire que ce sont des rayons qui sont comme ça. On pourrait imaginer des rayons qui sont proches de l'axe optique, mais qui sont très inclinés par rapport à l'axe. Par exemple, ce qui nous intéresse tout à l'heure, quand on a dit que les rayons étaient peu inclinés, c'était les rayons finalement quand ils tapaient sur le miroir ici. Si tu as des rayons qui arrivent avec un grand angle ici comme ça, ces rayons ils sont tous
à cet endroit-là proche de l'axe optique, mais ils sont très inclinés. Donc ils violent la deuxième condition ici. On peut aussi avoir des rayons qui sont peu inclinés, mais qui ne sont pas du tout proches de l'axe optique. Par exemple, si j'ai des rayons, l'axe optique qui est là, il y a un tas de rayons qui arrivent ici. Donc ils ne sont pas inclinés parce qu'ils sont parallèles, ils sont parallèles à l'axe optique, et par contre ils sont loin. Donc ils ne vont pas aller converger tout là, eux ils vont aller converger un peu plus loin. Voilà. Allez-y, manifestez-vous. Alors, c'est presque fini pour la partie dont j'avais dit qu'elle serait technique. Et même pour les calculs, c'est effectivement quasiment fini. Je vous ai énoncé un résultat que là, cette fois-ci, je ne vais pas démontrer. Enfin, je le justifierai après, mais pour l'instant, je vais juste vous le donner. Alors, pardon, plutôt que résultat, je vais appeler ça propriété générale. C'est vraiment une propriété que je vais énoncer. Le miroir sphérique est approximativement symétrique dans les conditions de Gauss. C'est-à-dire, là, le résultat que j'annonce ici est beaucoup plus général que celui que j'ai dit avant, c'est-à-dire que ça ne parle pas spécifiquement de rayons qui sont parallèles à l'axe optique ou qui sont parallèles entre eux. Et donc, c'est un résultat vraiment général qui est le suivant. C'est si j'ai un point ici qui ne se trouve pas forcément loin du miroir, j'ai le centre ici et j'ai le sommet ici. Le miroir sphérique est approximativement symétrique dans les conditions de Gauss, ça veut dire que tous les rayons qui sont issus de ce point-là, si, je l'ai dit bien, je leur dis. Tous les rayons qui sont issus de ce point-là vont aller converger en un même point. La propriété qui est en haut ne dit pas lequel, mais en fait on va le trouver. Ça se montre très facilement de manière graphique. Et donc le seul point ici qu'il faut admettre pour l'instant, c'est que dans les conditions de Gauss, les rayons qui sont issus de là vont aller converger quelque part en un même point. D'accord ? Une fois qu'on a admis ça, eh bien, il se trouve qu'on peut trouver très facilement où se trouve ce point. On peut pour ça, si tous les rayons convergent vers le même point, ben on n'a qu'à en prendre deux, dont on sait tracer la marche. Ces deux rayons vont se croiser quelque part. Si tous les rayons se croisent au même endroit, ben ils se croisent au même endroit que ces deux-là. Donc on va prendre deux rayons particuliers, on va trouver leur intersection, et du coup ça va nous dire où est-ce que tous les rayons vont effectivement converger. Comme rayon particulier, on peut prendre par exemple, est-ce que vous en avez un à proposer? Celui qui passe par le centre, effectivement, celui-là, ce rayon-là, il a la propriété d'être réfléchi sur lui-même. Donc le rayon 1, qui est ici, arrive comme ça et repart dans cette direction-là, et puis repart du coup par là. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme deuxième rayon? D'accord ? D'accord, un qui est parallèle à l'axe optique. Et pourquoi est-ce que lui il est intéressant? Effectivement, lui on l'a étudié tout à l'heure. On a vu que dans les conditions de Gauss, il passait par le foyer qui est ici, par le milieu de CS, et donc il passe par là-bas. Et bien c'est fini, voilà. Tous les autres rayons, ils vont passer par ce point-là, si la propriété qui est ici est vraie, et je vous ai demandé de l'admettre. Donc les rayons qui viennent du point A ici vont tous aller converger au point A' plutôt, c'est ça la convention. Donc A' qui est ici, et ce point A, on l'appelle l'image de A. Vous voyez qu'on n'a pas fait d'hypothèse, on n'a fait qu'une hypothèse, c'est que ce point ici existait, donc que tous les points allaient se croiser au même endroit. Et maintenant on sait où vont aller tous les rayons. Si vous voulez vous en convaincre, on peut en tracer un troisième rayon en fait. Il va passer par là aussi. Celui qui passe par F, dans le foyer ici. J'en ai pas encore parlé, mais je vais le faire tout de suite. Si on trace un rayon qui passe par le foyer, ce rayon, comment est-ce qu'il repart?
Il repart effectivement parallèle ici à l'axe. Alors je ne triche pas, hein, je fais tel que ça le fait sur mon dessin. Je vais vous expliquer pourquoi, ensuite on discutera ce qui se passe ici. Ça, cette propriété-là, elle vient de la loi du retour inverse de la lumière. En fait, si on prend un rayon lumineux tracé dans un sens, vous pouvez inverser le sens des flèches. Les lois de la réflexion ici ne dépendent pas du sens dans lequel se propage la lumière. Donc si vous avez effectivement un rayon qui arrive parallèle, il repasse par F. Donc ça veut dire qu'un rayon qui arrive par F repart parallèle. Alors mon dessin, il n'est pas très beau. Vous, si vous avez fait ça proprement, ça devrait normalement ici se croiser au même point là. D'accord ? Donc, je ne vais pas le refaire. Bon, d'ailleurs, on voit où est le problème. Hein. Mon axe optique, c'est une tôle ondulée là. Hein. Donc c'était mal parti dès le départ. Je vais essayer d'être plus soigneux dans la suite sur les dessins. Alors je vais rappeler tout ça. Donc, ça s'appelle la construction géométrique des rayons, hein, ce qu'on vient de faire là. On a plusieurs rayons particuliers. On trace au moins 2 des rayons suivants. Le rayon 1, ici, le rayon qui passe par le centre n'est pas dévié. Il n'est pas dévié, ça veut dire qu'il revient sur ses pas. Hein. Il est dévié de 180 degrés. 2, c'est celui qui sera en rouge. Un rayon incident parallèle à l'axe optique. Je vais l'écrire comme ça. Et réfléchit vers le foyer. Vers F. Troisième rayon, le rayon dessiné en vert. Le rayon incident qui passe par F et réfléchit parallèlement à l'axe optique. On va dessiner un quatrième. Il y en a un autre dont je ne vais pas parler ici. C'est le rayon qui passe par S. Regardez bien ici. Si vous prenez un rayon, ça va commencer à être un petit peu confus. Le rayon ici qui passe par S, il arrive sur un endroit du miroir qui est très particulier. Là. Il arrive sur un endroit du miroir qui est vertical à cet endroit-là. Donc tout se passe comme si c'était un miroir plan ici. Lui, il ne voit pas que les bords sont courbés. Donc il repart dans la même direction que celle dans laquelle... Il repart avec un angle par rapport à l'horizontale qui est égal à son angle incident. Donc il repart par là-bas. Avec ici des angles qui sont égaux. Alors là, vous voyez peut-être très bien, je vais le redessiner ici. Le rayon arrive comme ça, il repart comme ça, avec des angles ici qui sont égaux. C'est ça que je viens de dessiner. Le rayon qui atteint le miroir en S est réfléchi avec le même angle que son angle d'incidence. Donc, selon les situations, si on vous demande de tracer l'image géométrique d'un objet, enfin une image avec une construction géométrique, ne tracez pas les 4. Hein. Il y en a parfois qui sont plus simples à dessiner que d'autres, vous en choisissez 2 et voilà, c'est gagné. Alors, juste une remarque sur la manière dont on dessine ça.
Quand on est dans les conditions de Gauss, en fait, on s'aperçoit, quand on va effectivement regarder ce qui s'est passé dans les équations, les termes qu'on a simplifiés parce que les angles étaient petits, en fait, le fait que le miroir ici soit courbé, c'est-à-dire que ce point-là soit un petit peu en avant de la verticale par rapport à ce point-là, en fait, la distance qui est ici, elle ne joue pas dans les calculs, on peut la négliger. Et du coup, on adopte une notation qui est la suivante. On dessine les miroirs sphériques de cette forme-là. On fait un plan. On met quand même ici un petit bout pour montrer dans quel sens se trouve la concavité, mais on va les dessiner comme ça. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire dans la suite. Ça, c'est un miroir qui est concave. Si on a un miroir convexe, on dessine comme ça, où là, on replie les bords de ce côté-là pour montrer que ça fait une surface qui est de ce type. Ça serait convexe. Du coup, je vais vous faire bosser un peu. Là. Non, pas bosser aussi, bosser. Ouais. Ouais, si, vous avez la patate. Donc ça, vous avez noté? Non? Ça, vous avez noté ça? Trop tard. Bon, allez-y, notez ça, parce que je ne peux pas quand même avoir tout le monde derrière à la traîne. Je vais chez vous. Alors, pour ceux qui ont effectivement écrit tout ça et qui sont prêts, vous allez faire une construction d'image. Et cette fois, on va prendre un miroir qui est convexe. Et il se trouve que les règles qui sont ici, y compris celles que j'ai effacées, là, ces règles qui sont là, sont aussi valables pour le miroir convexe. Donc, miroir convexe, hein, ça va être le dos de votre cuillère. Et donc, faites la construction suivante. Alors, je vais peut-être vous placer d'abord les éléments importants. Comme tout à l'heure, ça, on l'appelle S. Attention, contrairement à tout à l'heure, le centre de courbure du miroir, il est maintenant ici. Hein, le miroir, en convexe, c'est une sphère qui est comme ça. Le centre de la sphère, il est de ce côté-là maintenant. Hein. Le centre de courbure est ici, le sommet est ici. On peut montrer que, ça c'est quelque chose que je ne veux pas faire ici, mais c'est dans les notes. On peut montrer que, dans le cas du miroir convexe aussi, le foyer se trouve là, au milieu de SC. D'accord? Ceci étant dit, prenez un objet, quelconque et puis vous dessinez son image. Appelons-le un objet AB. Construisez l'image de cet objet, c'est-à-dire quand on vous demande ça, c'est-à-dire essentiellement tracer l'endroit où les rayons issus de B se croisent après avoir été réfléchis par le miroir. Donc utilisez les lois qui sont ici. Il n'y a presque pas à réfléchir, juste à utiliser. C'est un lapin, ton truc? Voilà, donc ça effectivement, d'accord. Donc là vous allez être confronté juste à une question de vocabulaire, on va dire, dans les phrases qui sont ici, pour ne pas les alourdir, on les exprime souvent comme ça, et d'ailleurs je vais les exprimer comme ça. Mais si vous lisez, si vous lisez ça et qu'on l'applique à la lettre, par exemple le 2 là, le rayon incident parallèle à l'axe optique, je ne réfléchis pas, je dessine. Hop, et réfléchis vers F. Ça semble débile ici. Hein. Réfléchis, ça veut dire que ça va partir par là-bas, et vers F, c'est là. En fait, ce que ça veut dire dans ce contexte-là, c'est réfléchis selon une droite comme ça qui passe par F. Il va là-bas en fait. Donc ici, à chaque fois que je dis réfléchis vers, ça peut être aussi les prolongements de la droite qui passent vers ce point-là. Donc il faudrait rajouter ici
qui passe, entre parenthèses, ou dont les prolongements passent, etc. par dans les notes, je vous ai mis l'énoncé complet, vous pourrez aller le voir. Donc là, j'ai tracé le rayon 2. Alors, j'ai pas le même code couleur que tout à l'heure. Je me suis emporté, j'ai pris du jaune, j'aurais dû prendre le rouge. De la même façon, pour le rayon qui passe par le centre, en fait, il a envie d'aller là-bas, le rayon, de passer par le centre. Je vais, juste pour ce rayon-là, redessiner vraiment la vraie surface ici. Vous avez le centre C, vous avez un rayon rouge qui arrive ici en ayant envie d'aller sur C. Quand il arrive sur le miroir ici, il rencontre une surface qui lui est perpendiculaire et donc paf, il repart dans la direction opposée. Donc, le point qui est ici, donc c'est le prolongement qui passe par C et le rayon effectivement repart sur lui-même. Il est comme ça. Du coup, il repart par là-bas. Et là, on est super embêté. Ils ne se croisent pas, effectivement. Le rayon jaune et le rayon rouge ne se croisent pas. Alors en fait, effectivement, la lumière qui suit le rayon jaune et celle qui suit le rayon rouge ne se croisent jamais. C'est vrai. Mais si vous imaginez que quelqu'un est ici avec son œil en train de regarder dans la cuillère, il regarde l'écureuil par la cuillère. Il voit des rayons qui viennent d'ici, il voit des rayons qui viennent de là. Pour l'œil, tout se passe comme si les rayons venaient du point qui est ici. Hein. Tout se passe pour l'œil comme si les rayons venaient du point de croisement, du prolongement rouge et du prolongement jaune. C'est ce point-là, du coup, qu'on appelle l'image dans ce cas-là. Le point qui est ici, on l'appelle B', c'est l'image. Et vous avez ici, du coup, alors ça va être un petit peu délicat à dessiner, mais vous avez ici tout un écureuil en plus petit à cet endroit-là. Je le fais, mais vous n'allez rien voir. Sur votre feuille, vous devez avoir aussi quelque chose de petit, hein, si vous avez fait la même construction. Après, ça dépend de comment vous avez mis A loin ou près par rapport à la surface du miroir. Mais vous devez tous être dans la situation où vous avez un point qui est ici. Maintenant, arrêtons de faire de l'optique, juste imaginez la situation. Vous allez tous regarder un écureuil à travers une cuillère. Donc vous avez l'écureuil qui est là, la cuillère. Ceux qui ont des cuillères, ils n'ont pas d'écureuil, mais vous avez la cuillère. Donc, vous regardez votre voisin. Comment est-ce que vous voyez votre voisin dans la cuillère? Vous le voyez minuscule. Vous voyez les taches de yaourt, mais ça c'est autre chose. Vous le voyez tout petit, l'objet que vous regardez. Effectivement, c'est le cas ici. Hein. L'image, elle est toute petite. Une surface convexe, ça donne une image qui est plus petite que l'objet de départ. Des situations ici dans lesquelles les rayons ne se croisent pas vraiment là, mais dans lesquelles c'est les prolongements qui se croisent, ça porte un nom. Enfin, l'image ici, on la qualifie de... Vous savez comment on l'appelle? Ouais, virtuelle. Elle est virtuelle car ce sont les prolongements des rayons et non pas les rayons eux-mêmes qui se croisent au point B'. Vous n'avez pas dit effectivement dans le mail d'amener des écureuils, je suis désolé, je serai plus précis la prochaine fois. Regardez-vous dans votre cuillère, côté extérieur de la cuillère, qu'est-ce que vous voyez? D'accord, vous voyez vous, très bien. Retournez la cuillère, du côté intérieur maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez tous à l'envers dans votre cuillère? Non? Toi tu te vois à l'endroit? Non, peut-être, hein? Fais voir ta cuillère. Ça dépend comment vous regardez. Hein. Alors, pour ceux qui ont des grandes cuillères, par exemple, ça c'est une cuillère, hein. Enfin, je veux dire, c'est un miroir sphérique. Si tu te regardes là-dedans, qu'est-ce que tu vois? Toi, à l'endroit. Si tu te regardes là-dedans, est-ce que tu te vois là? Non, mais ouais, à l'envers. Tu te vois à l'envers là. Ça dépend de la distance en fait. Votre cuillère, si vous faites l'expérience d'aller voir très près, alors ne le faites pas, vous allez vous faire mal et je vais être responsable, mais vous ne mettez pas la cuillère dans l'œil. Si on s'approche très près de la cuillère, on finit par se voir à l'endroit en fait.
Quand on est près, on se voit à l'endroit, loin, on se voit à l'envers. Et ben, on va étudier maintenant pourquoi c'est le cas et ce qu'on peut faire avec ça en pratique. Donc on va commencer par juste une construction géométrique et puis on fera un petit calcul après. Donc je vous propose de faire la construction géométrique suivante. Cette fois-ci, on a de nouveau un miroir sphérique qui est concave, donc on se regarde dans l'intérieur de la cuillère. On a le centre qui est ici. Le foyer qui est là, du coup. Et je vous propose de prendre un objet qui se trouve ici. Alors on n'a pas forcément envie tout le temps de dessiner des girafes ou des écureuils, donc en optique, quand on a un objet, assez souvent on met une flèche simplement. Donc le bas de la flèche, le haut de la flèche. Et voilà, on s'intéresse aux rayons qui partent de B et on se demande où est-ce qu'ils vont aller converger. Faites la construction géométrique dans cette situation-là. Allez-y. Si vous avez fait ce cas-là, dernière construction pour cette partie du cours, c'est F. Et vous mettez maintenant l'objet à gauche de S et à droite de F. Ici. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme rayon? Alors, il y en a qui sont embêtants, il y en a qui ne le sont pas. Si on veut prendre, on ne veut pas s'embêter. On prend ceux qui... Vas-y. Ceux qui passent par C. Alors celui-là, il est un petit peu embêtant. Je vais le mettre de côté parce que si on applique bêtement la règle, le rayon qui passe par C, on envoie la lumière par là. Et elle passe jamais par miroir, en fait. D'accord? On peut prendre le rayon parallèle. Celui qui part comme ça. Par ici. Oh, il est beau celui-là. Ok, pardon. Comme autre rayon, on peut prendre celui qui passe par F et qui repart parallèle. Voilà. B' est ici. Si vous avez fait votre schéma correctement, un peu mieux que moi, si vous prenez le rayon maintenant, alors quand on dit le rayon qui passe par C, en fait si vous vous souvenez comment il est intervenu ce point C, quand on dit le rayon qui passe par C, on veut dire le rayon qui se propage suivant la normale à la sphère. Donc c'est un rayon qui se propage suivant ça, donc c'est un rayon qui va par là-bas, il se réfléchit ici perpendiculairement à la surface et il revient dans cette direction-là. Et là, si mon dessin était bien fait, ça se retrouverait ici. Alors en fait, c'est assez simple à corriger, ça je vais le faire en direct, simplement parce que mon point F ici n'est pas du tout au milieu de CS. Donc je vais remettre le point C où il faut. Il est là. Donc on prend un rayon ici qui part dans cette direction-là, qui se réfléchit sur le miroir, qui revient et qui passe par là. Faites très attention à quelque chose. Donc là je vous demande vraiment de vous taire et de m'écouter sur ce qui va suivre, parce que vous êtes nombreux à vous tromper sur ça. Les dessins qui sont au tableau, là, ils sont hyper perturbants. Avec la convention qui est de mettre un miroir qui ressemble à un plan ici. On a l'impression, par exemple, que ce rayon-là qui arrive normalement devrait repartir dans cette direction-là. C'est pas le cas. Oui, parce qu'attention, ce dessin-là est un symbole. Le miroir ici, il est incliné en fait. Hein. Donc il ne faut pas appliquer bêtement les règles qui sont ici, que vous connaissez sur les miroirs plans. Ce n'est pas un miroir plan. C'est une manière de dessiner les miroirs sphériques. Si ça vous pose vraiment un problème, eh ben, ne les dessinez pas comme ça et dessinez-les légèrement incurvés comme ça si vous voulez. Hein. Si vous préférez, il n'y a pas de souci. Maintenant, on fait la même chose ici. Bon, bah, c'est pareil, le rayon qui passe par C, il est comme ça. Celui qui passe par F, bah, on va prendre celui qui est parallèle à l'axe optique. Il repart dans la direction de F. Et là, cette fois-ci, effectivement, on s'aperçoit que les rayons ne se croisent pas. Ce sont leurs prolongements qui se croisent. Quelque part par là, cette fois-ci, l'image est ici. Alors que là, l'image était comme ça.
Donc en fait ici, la situation, donc ce que vous voyez comme image dépend vraiment de où vous vous trouvez par rapport à F. Si vous êtes avant F, l'image est inversée par rapport à l'objet. Si vous êtes après le foyer, l'image est à l'endroit et elle est plus loin derrière là-bas. Avec votre cuillère, vous aurez un peu de mal parce que le centre de courbure de la cuillère, il est de quelques centimètres. Et en général, votre vision, votre point de vision nette le plus proche, il n'est pas à quelques centimètres. Il faut que l'objet soit au moins à 15-20 centimètres pour que vous voyez net. Donc ça ne va pas marcher. Par contre, avec un miroir comme ça, là, si vous avez ça chez vous, vous avez accès à ça. C'est vraiment très simple à faire l'expérience. Ici, je me vois à l'endroit. J'éloigne, j'éloigne, j'éloigne. Alors, j'ai pas le bras assez long. Mais si je m'éloigne, à partir de moi, ici, là, je vois un gros truc informe. Pas de commentaire, merci. Je continue à m'éloigner. Et là, paf, je me vois à l'envers. On peut déjà dire un truc intéressant sur le miroir, là. Regardez, ici, je me vois à l'envers. Là, je me vois à l'endroit. Ça veut dire que le point F, le foyer, qui délimite la séparation entre les deux situations, il est à peu près à cette distance-là. C'est-à-dire que je peux déjà connaître le rayon de courbure du miroir. Si le point F est ici et le point S se trouve là, ça veut dire que le point C se trouve quelque part par là. Voilà. Donc le rayon de courbure du miroir qui est ici, c'est 3 mètres. Voilà. En gros. Hein. On verra plus tard aujourd'hui ou la prochaine fois que le rayon de courbure, ça permet de trouver le grossissement des télescopes, par exemple. Mais on pourra voir, si on utilise ça pour regarder la Lune, quelle taille de Lune on peut espérer voir, effectivement, si on le fait. Bon. Est-ce que vous avez des questions sur ces constructions-là? Ça, vous allez en refaire. Normalement, ça deviendra assez automatique. Il n'y a pas tant de situations que ça. Hein. On va le faire avec les miroirs sphériques. Il y a 2 sortes de miroirs sphériques. L'objet peut être avant ou après le foyer. Et vous le referez ça pour les lentilles. Et voilà, essentiellement, une fois que vous aurez connu, vous aurez rencontré 6 ou 8 situations, ça sera tout. Alors, je voudrais terminer par une propriété un peu plus quantitative. On va maintenant déterminer la relation de conjugaison du miroir sphérique. Donc ce qu'on a appelé la dernière fois une relation de conjugaison, c'était la relation qui donnait la position de l'image connaissant la position de l'objet. C'est une formule, voilà, si on dit A est ici, bah donc A' sera là. Donc c'est ça qu'on va essayer de déterminer pour le miroir sphérique. On va le faire dans le cas du miroir convexe, que je vais redessiner comme ça juste pour cette démonstration-là. J'ai dit convexe et j'ai dessiné concave du coup. Ok, concave. On va prendre ce miroir. Son centre de courbure, il est à peu près ici. Et on va considérer un point qui se trouve ici, sur l'axe, un point A. Et la question que je me pose, c'est où se trouve le point A'. On vient de voir des moyens géométriques de déterminer ça. Maintenant, je voudrais une formule, un truc qu'on puisse faire des calculations. D'accord ? Alors pour ça, je vais faire un dessin. Je vais prendre un rayon comme ça, qui part vers le miroir. Ce rayon est réfléchi par le miroir, suivant une propriété qu'on a vue tout à l'heure, c'est que si je trace ici, si je trace la normale ici à la surface qui passe par C, c'est-à-dire un rayon du cercle finalement, le rayon repart par là-bas avec cet angle-là, I, qui est égal à cet angle-là. Et ce qu'on cherche nous, c'est finalement la distance CA', et la formule de conjugaison qu'on va trouver ici, ça va être une formule qui relie CA' à CA. D'accord ? C'est ça l'objectif. Dans un premier temps, je vais vous demander de me déterminer l'angle qui est ici en fonction de I et puis de l'angle qui est là, je vais l'appeler θ. Θ, c'est donc l'angle entre le pointillé qui est ici et puis l'horizontal. Donc est-ce que vous pouvez me déterminer l'angle qui est ici en fonction de I et de θ? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Ce genre de truc, au début, c'est pas forcément évident, mais une fois qu'on a compris comment ça marche, ça se fait vraiment tout seul. Est-ce que quelqu'un a une proposition? J'entends θ moins I. Est-ce que ça parle à d'autres gens? θ
Tu peux nous dire pourquoi? Et je peux... Oui, oui, vas-y. Ça, on a pi moins θ. Oui, pi moins θ ici, Et dans la triangle. triangle, on a pi égale Oui, plus pi moins θ. oui, Plus super. ça. Et ça fait θ moins i. Très bien, super, merci. Donc vous avez tous vu ce qu'il a fait, hein, la somme ici, l'angle qui est ici, si on a θ ici, l'angle supplémentaire ici c'est θ moins i, c'est pi moins θ, pardon. Et dans le triangle, alors je vais peut-être une autre lettre, AC, ça je vais l'appeler H, dans le triangle ACH, la somme des angles ça fait pi, ça c'est une propriété du triangle dans le plan. Donc cet angle-là plus i plus l'angle qu'on cherche ici qu'il a appelé alpha, ça fait pi. Et quand on écrit effectivement la somme ici, les pi se simplifient de chaque côté. On fait passer ces deux termes-là de l'autre côté, on trouve que alpha c'est θ moins i. Donc l'angle ici effectivement c'est θ moins i. Très bien. De la même façon, l'angle qui est ici, qu'est-ce qu'il vaut lui du coup? Alors on peut montrer de la même façon que ça fait θ plus i en fait. Je vais le faire, attention, je ne vais pas l'écrire, je vais juste le montrer. Comment est-ce qu'on montre ça? Vous avez ici l'angle θ moins i. Dans le grand triangle A'H, vous voyez ce grand triangle là, c'est le plus grand triangle de la figure. Dans ce triangle, vous avez ici l'angle θ moins i. Vous avez ici quel angle? 2i. Donc vous avez θ moins i plus 2i, c'est-à-dire θ plus i est égal à pi moins cet angle-là. Ben, si vous le faites, ça, vous trouvez qu'à la fin, effectivement, cet angle-là, ça vaut pi moins ça. Donc l'angle qui est ici, c'est bien celui qui est indiqué. Encore une fois, la démonstration de ça, elle est aussi dans les notes, donc vous pourrez aller voir. C'est vraiment la même chose que ce qu'il a fait là. Donc du coup, si on enlève un petit peu dans cette figure les choses qui ne vont pas nous servir, on a θ moins i ici, θ plus i ici. Ça, finalement, on s'en fout. Ça aussi, c'était i, mais ça n'intéresse plus. On a θ ici, voilà. On va maintenant calculer la distance. En fait, on va prendre S comme référence, c'est un petit peu plus simple pour le premier calcul. On va calculer SA, puis SC, puis SA' en fonction de la hauteur qui est ici. Donc, je vais l'appeler H. Vous allez voir qu'à la fin, elle ne va pas jouer un rôle important, mais on en a besoin comme intermédiaire dans le calcul. Et pour calculer cette hauteur-là, bah, c'est un petit peu compliqué, même si on avait les coordonnées de H, parce que le point H, vous voyez qu'il est certes élevé d'une certaine hauteur H par rapport à S, mais en plus il est un petit peu en avant. Donc la position de H, elle est un peu compliquée ici. C'est ici qu'intervient la notation que je vous ai conseillé d'employer pour les miroirs sphériques. On ne les note pas comme ça. En fait, le fait que H soit un petit peu en avant de S n'intervient pas du tout dans les calculs. On peut le démontrer. Je ne peux pas le faire ici, mais on peut le démontrer. Et du coup, on note le miroir sphérique. Donc on le note comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, le point H qui est ici apparaît à la verticale de S. Encore une fois, il ne l'est pas vraiment. Le miroir est sphérique. Mais le fait que H soit un petit peu en avant n'intervient pas dans les calculs. C'est une quantité qui est faible. Le décalage entre H et la verticale est faible. Donc, quand on a fait cette figure-là et qu'on a effectivement placé H à la verticale de S, maintenant c'est extrêmement simple de trouver la relation entre, par exemple, SA et SA'. Puisque vous avez maintenant tout un tas de triangles rectangles dans la figure, et vous avez par exemple la distance SA en fonction de θ, comment est-ce qu'elle s'écrit, ou en fonction de d'autres angles. La distance SA ici, elle s'écrit en fonction de H, par exemple. Je vais l'écrire dans l'autre sens, je vais écrire H égale. Ça sera peut-être un petit peu plus naturel pour vous, ou même la façon dont vous allez probablement l'écrire. Je vais écrire la tangente de cet angle-là, c'est peut-être plus simple. Que vaut tangente de θ moins i? Oui. Donc petit h sur SA. Effectivement. Tangente θ.
H sur CS. Ok. Tangente de θ plus I. Bon, là, vous avez compris. Ok. H sur SA. Dans tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant, là, dans tout ce qu'on va faire dans la suite, on se place dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire qu'on utilise le miroir dans des conditions un peu spéciales. Et dans les conditions de Gauss, par définition des conditions de Gauss, les angles qui interviennent là-dedans sont petits. θ est petit, I est petit. Ça veut dire que ça, la tangente de l'angle θ moins I, si θ est petit et I aussi, θ moins I est petit, et donc ça, c'est à peu près égal à θ moins I. Ça, c'est à peu près égal à quoi? θ. Et ça, θ plus I. Ok. Et bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va éliminer de ces équations. On a 3 équations ici. On va arriver à éliminer θ et I et exprimer tout ça comme juste une fonction, une relation entre SA et SA'. Et c'est vraiment très simple à faire. On prend la première. Si on veut se débarrasser de I, on prend la première ici et la troisième. On en fait la somme. Vous voyez que les I vont s'enlever tout seuls si je fais la somme. J'obtiens dans le terme de gauche H sur SA plus H sur SA', et j'obtiens dans le terme de droite 2θ. Si je fais la somme des deux équations bleues. On a enlevé le I. Super. Maintenant, on va enlever le θ. C'est-à-dire que là-dedans, je vais remplacer θ parce que ça vaut en fonction de H. Vous voyez que θ, c'est H sur CS. Donc ça, c'est aussi égal à 2H sur CS. Donc on a une première relation, je vais la réécrire ici avant de la torturer un peu. H sur SA plus H sur SA' est égal à 2 sur 2H sur CS. Est-ce que vous pouvez me dire un truc intelligent sur cette relation? On peut simplifier H. Ça, c'est super important. Donc là, écoutez bien aussi. Si on n'avait pas pu simplifier H de cette équation, qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Ça aurait voulu dire que la relation entre A' et A aurait dépendu de H, c'est-à-dire de quel rayon on considère. J'aurais fait la figure ici avec un H donné, donc le rayon qui vient taper là, j'aurais obtenu un certain point A'. Si la relation dépendait de H pour un autre rayon qui vient taper ailleurs, j'aurais obtenu un autre point A'. Précisément, non. Là-dedans, le H se simplifie, on peut diviser par H, il n'intervient plus, ce qui veut dire que cette relation, elle est vraie pour tous les rayons issus de A. Du moment qu'on est dans les conditions de Gauss, hein. On est d'accord sur ça. Et donc cette relation s'écrit simplement de cette manière-là. 1 sur SA plus 2 plus 1 sur SA' est égal à 2 sur CS. Le H n'intervient plus. Le fait qu'on ait divisé par H, qu'on ait pu simplifier par H, c'est vraiment une marque du stigmatisme approché. Le stigmatisme, c'est tous les rayons issus du même point vont converger dans le même point. Ben voilà, ça ne dépend pas de H. On le voit ici. D'une certaine manière, c'est une forme de démonstration effectivement du stigmatisme dans ces conditions-là. Alors avant de vous lâcher, j'ai encore 2 minutes, donc je veux quand même préciser un point de notation. Donc là pour l'instant, j'ai la démonstration qui est ici, je l'ai faite dans le cadre du miroir concave, et tout ce qui apparaît là-dedans, ce sont des distances, c'est-à-dire des vraies distances, des grandeurs positives. On peut faire la même démonstration pour les miroirs convexes, et on s'aperçoit qu'on trouve une relation similaire, mais avec des signes qui changent. Et on peut montrer que, et ça je vous demande de me faire confiance sur ça, et encore une fois, c'est dans les notes aussi, on peut montrer dans le cas général pour les deux miroirs, pour les deux types de miroirs, la relation suivante, 1 sur SA bar plus 1 sur SA' bar est égal à 2 sur SC bar, où les barres désignent des distances algébriques le long de l'axe optique. Et donc, dans la situation qu'on a dessinée tout à l'heure, en fait, le SA qui est ici, si on oriente l'axe positivement vers la droite, c'était moins SA, ça c'est moins SA', ça c'est moins SC. Vous vérifierez que ça donne effectivement une chose que ça. Et dans le cas du miroir convexe, eh ben, on a aussi cette relation-là. Donc, ça c'est vraiment pour tous les types de miroirs. La position de l'image est reliée à la position de l'objet par cette relation-là. On reprendra exactement à ce point-là la prochaine fois qu'on se voit. On s'arrête.